Bonjour Elsa. C'est comme si on s'était pas dit bonjour juste avant, tu sais, c'est très, très naturel, très spontané. Bon, alors par Ouais. contre, pour la colorimétrie, on n'a pas fait exprès et on s'est retrouvés dans les mêmes teintes. C'est pas mal. Voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Laurence, qui est une personne qui travaille, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes lives précédents, depuis plus d'une vingtaine d'années dans l'ingénierie touristique et qui vient nous faire part de son expérience aujourd'hui. Merci Laurence pour ce temps que tu nous accordes. Parce que c'est vrai que dans mes contacts et dans ma communauté, il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, de gens qui peut-être auraient l'ambition d'organiser des séminaires, alors soit en France, en Europe, à l'étranger. Et donc, de ce fait, eh bien, je vais laisser la parole à Laurence pour qu'elle puisse se présenter parce qu'elle a beaucoup de choses à nous expliquer. Laurence, je t'en prie. Ok, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, comme l'a dit Elsa, je vagabonde depuis quelques années déjà dans le monde du tourisme et de l'événementiel. J'ai une expérience très protéiforme malgré tout, même si c'est un domaine qu'on a tendance à réduire à sa plus simple expression. Quand on parle de tourisme, on pense que c'est quelque chose de simple. Et en fait, c'est quelque chose de très complexe en réalité, parce que, et ça c'est souvent le réflexe en tant que bon français de se dire, moi j'ai besoin de personne pour réaliser tout dans le monde du tourisme parce que je sais faire. Alors c'est comme dans tous les domaines, effectivement, il faut essayer d'être attentif à la manière dont on va faire les choses, parce que ça peut avoir certes une grande valeur ajoutée par rapport à un événement qu'on va pouvoir monter, par rapport à des voyages qu'on va pouvoir organiser, mais il peut y avoir aussi des petits grains de sable ou des gros grains de sable dans les rouages et avoir des incidences, on va dire, très directes au niveau de l'organisation du voyage ou de l'événement. Effectivement. Alors pour ce qui est de peut-être de qui je suis, encore une fois très brièvement, j'ai à la fois une expérience de chef d'entreprise puisque j'ai, on va dire, une agence de voyage, donc je détiens une immatriculation à travers on va dire, des liens amicaux, voilà, avec qui je travaille très régulièrement, puisqu'en fait, on y reviendra plus tard, mais le monde du voyage est soumis à des réglementations assez strictes. Et, euh, et j'ai donc, depuis de longues années, à la fois travaillé dans le monde institutionnel, c'est-à-dire travailler sur des destinations, c'est-à-dire on va dire, j'arrête de dire on va dire parce qu'en verbiage c'est moche, mais bon, euh, j'ai développé la destination entre autres des Pyrénées-Orientales en étant directeur du comité départemental du tourisme à l'époque. J'ai travaillé pour différents offices de tourisme à la direction, sur des pôles d'aménagement, sur des pôles de structuration, sur des pôles de développement touristique de zones urbaines, périurbaines, stations balnéaires ou stations de montagne. Je travaille de plus en plus avec le monde du bien-être, mais aussi le monde de l'agroalimentaire, de l'agritourisme, de l'œnotourisme, sur des développements très spécifiques de cette branche, sur l'accueil des publics touristiques et sur l'accueil des publics en général, que ce soit la population locale, les séjournants ou les professionnels. Voilà, en gros. Très bien. Beau palmarès, j'ai envie de dire. Joli CV. Merci Laurence pour cette présentation. De ce fait, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce dont j'ai envie que tu nous parles, c'est principalement l'organisation d'événements. Parce que moi je ne m'en cache pas, nous avons l'ambition et la joie de commencer à élaborer les plans pour le Kanaka World Tour à partir du printemps prochain, puisqu'on est en train de construire le cahier des charges. Et effectivement, la seule personne vers qui je me tournerai, c'est toi pour l'organisation, parce que lorsque nous en avons parlé toutes les deux, tu m'as tout de suite dit, ok, je construis l'idée et je sais très bien comment on va pouvoir le mener de A à Z en mettant en place un all-in-one où le client n'aura qu'un seul paiement à effectuer pour son transport, son transfert de l'aéroport à l'hôtel, sa pension, demi-pension ou enfin en fonction de ce que choisit l'intervenant, son retour à l'aéroport et son retour à la maison en avion. Donc là je me suis dit mais ah c'est génial, et ça inclut la prestation des intervenants ou de l'intervenant qui anime le séminaire ou la convention, et en même temps tout est pris en charge, c'est-à-dire que les personnes elles vont prendre juste leur billet
et elles vont participer à l'événement sans avoir rien d'autre à se soucier. Elles seront couvertes par les assurances. Elles seront finalement prises en charge du début à la fin, comme un voyage, comme on partirait au Club Med finalement, j'ai envie de dire. Et j'aimerais justement que tu approfondisses le sujet par rapport à ça, eh bien concernant d'abord les voyages qui sont faisables, pas intramuros, mais à l'intérieur de nos frontières françaises, en Europe et en long courrier. J'aimerais que tu nous détailles un petit peu ça. Quels sont les dangers à ne pas passer par une personne professionnelle de la profession du voyage ou du tourisme? Et quels sont les avantages à passer par une personne professionnelle qui, justement, va parer à toute éventualité? Ok, donc, alors pour ce résumé, depuis donc 2012 environ, l'Europe et la France en particulier ont élargi le champ d'action des professionnels du tourisme en général. Ça inclut les hôteliers, les propriétaires de gîtes, etc., sous une seule et même appellation qui est agent de voyage. En fait, dans l'esprit de beaucoup de personnes, une agence de voyage, c'est un truc un peu vieillot, poussiéreux, dans lequel on va se faire arnaquer. En gros, c'est l'image, je pense, véhiculée, en tout cas en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Je prends l'exemple de l'Allemagne, c'est totalement opposé. Mais en France, c'est un peu comme ça que les personnes raisonnent, ça va coûter plus cher, etc., etc. En réalité, c'est absolument pas ça. L'appellation aujourd'hui d'agent de voyage, elle est donc régie par une loi et elle permet à une structure, alors encore une fois, quelle qu'elle soit, hôtelier, hébergeur de tout type, agent de voyage classique, on va dire, de mettre en place des voyages dits à forfait. Donc, ce dont tu as parlé, dans le vocabulaire technique, nous, on appelle ça des packages. C'est-à-dire que l'agent de voyage devient responsable de plein droit. En gros, si je dois essayer d'être un peu plus explicite sur ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas, c'est-à-dire qu'un hôtelier lambda, un hôtel, peu importe, 4, 3 étoiles, peu importe, demain, il décide, en plus de son hébergement, de sa restauration, des produits qu'il maîtrise, inclure dans ses prestations la visite chez un vigneron, une découverte d'une propriété oléicole, des musées, etc. Il ne va pas pouvoir le faire s'il n'est pas sous immatriculation. Et c'est quoi être sous immatriculation? C'est donc demander la possibilité de faire une extension de vente sur son propre chiffre d'affaires en incluant des prestataires extérieurs qu'on va rémunérer et qui vont être inclus dans un voyage à forfait. Alors ça, c'est valable en France, en Europe ou à l'étranger sur des longs courriers, par exemple. Quelle que soit la destination, je tendance à dire. Donc, quand ce propriétaire d'hôtel, par exemple, a décidé de mettre différentes prestations dans son voyage à forfait, ça veut dire qu'il doit demander l'autorisation sous un vocable commun qui s'appelle une immatriculation. Cette immatriculation s'obtient auprès de l'organe princeps de la promotion de la France en France et à l'étranger qui s'appelle Atout France. C'est Atout France qui va délivrer cette autorisation. Alors, l'autorisation en elle-même n'est pas sujette à, on va dire, voilà, j'ai tendance à dire aujourd'hui, peu ou prou, tout le monde peut prétendre, à partir du moment où il a une expérience dans le monde du voyage, etc., à obtenir cette immatriculation. La contrainte financière est importante parce que ce n'est pas Atout France qui va l'imposer, c'est la nécessité d'avoir une caution bancaire qui est apportée soit par l'APST, qui est l'organisme princeps, lui, pour le coup, qui est une assurance, tout simplement, et qui va bloquer une somme qui peut aller de 100 000 à 200 000 euros. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour éviter tout ce qu'on a pu vivre depuis les années, on va dire 2007-2008, avec la déréglementation, le tout sur Internet, eh bien, on peut se retrouver à vivre des situations incroyables, c'est-à-dire réserver un appartement qui n'existe pas, une villa au bord de mer, etc., etc.
Et donc, et ça arrive très très souvent, ou s'acheter un voyage où finalement, il n'y a personne au bout de... Allô? Non, il n'y a personne au bout du fil. Donc, c'est ça. Bon, c'est souvent dans ces cas-là qu'on se rend compte que, mince, alors j'aurais bien aimé avoir une personne physique qui puisse me relayer à un moment donné. Et donc, alors pour éviter ce genre de choses, si vous êtes, on va dire, si vous passez par un intermédiaire qui vous permet d'obtenir un voyage à forfait sous immatriculation, ça veut dire que si vous vous retrouvez, en gros, ça évite l'arnaque. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur place, que vous êtes obligé d'être ramené en France parce qu'il y a un problème, que le correspondant sur place, imaginons vous voulez faire un voyage autour de l'Ayurveda en Inde, voilà, y a un intermédiaire qui est déficient en bout de ligne, Ouais. ok, c'est cette assurance qui va vous rembourser votre voyage intégralement. D'accord. Et du coup, c'est pas à la charge de l'organisateur, entre guillemets, celui qui a initié le mouvement, c'est à Non, la charge du voyagiste, c'est ça, du professeur. absolument. Hmm. Oui, oui, absolument. C'est à la charge du voyagiste. Voilà. Ok. C'est quand même très confortable. Et alors, du coup, évidemment, là, j'aimerais qu'on fasse un petit peu une forme d'avertissement, si tu veux bien. Je veux pas être alarmiste ou défaitiste. Tu connais mon tempérament furieusement optimiste. Mais effectivement, en cas de pépin, quand il arrive quelque chose de compliqué sur place et que rien n'est prévu parce que justement l'organisateur ou du moins l'initiateur du mouvement de ce voyage n'est pas passé par un professionnel, quels sont les risques encourus si la personne se fait pincer? Parce qu'en fait, c'est ça. Je pense que quelquefois, les gens ne sont pas conscients qu'il y a une vraie réglementation derrière, avec peut-être une condamnation pénale, tu vas me le confirmer ou me l'infirmer. Oui. Quels sont les risques réels au-delà du procès que l'on peut subir et des dommages financiers que ça peut causer derrière. J'aimerais que tu nous éclaires là-dessus pour que les gens soient conscients qu'en fait on ne fait pas du voyage comme on partirait en vacances avec des copines. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce fait? C'est effectivement pas du tout la même chose. Alors, il y a le point de vue humain, déjà, j'ai tendance à dire, c'est-à-dire que alors, on va me dire, oui, mais bon, j'ai une carte Gold et alors j'ai une assurance qui inclut, etc., etc. Ok. Mais en général, il est rare d'acheter quelque chose en tout compris. C'est-à-dire qu'on va acheter une prestation de coach, on va acheter une prestation d'avion, on va acheter une prestation de transfert ou pas d'ailleurs, on va acheter une prestation d'hébergement. Or, au dernier moment, on ne peut pas partir. Admettons, Okay. ouais. Donc, il va falloir trouver tout un système pour avoir hypothétiquement la possibilité de se faire rembourser. Au moins un truc. Au moins un truc, ce qui n'est Ouais. pas gagné. Hein, voilà. Donc, ça, déjà, humainement, c'est compliqué. Si vous avez sur place le moindre problème, qui est responsable? Je veux dire, alors vous êtes dans le désert, là, vous vous cassez une patte. Ouais. Qui est responsable? Pas la compagnie aérienne, pas l'hébergeur, pas le coach. Accessoirement, le prestataire de transport, je dis bien accessoirement parce que ça dépend des pays. Si vous êtes au milieu du Sahara, c'est déjà plus compliqué parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes assurances que nous. Bon, alors, ok, on ne voit pas toujours le négatif. Hein. Souvent, ça se passe bien. Mais oui, c'est mieux de border le voyage plutôt que de se retrouver... C'est mieux de border le voyage et surtout, c'est un confort pour le coach. Parce que lui, son rôle, c'est de nourrir, nourrir l'événement, de nourrir le voyage, d'amener toute sa compétence, toute sa valeur ajoutée dans sa formation, dans ses entretiens, etc. et pas dans la logistique, j'ai tendance à dire. La logistique prend énormément de temps. C'est extrêmement chronophage. Donc ça, c'est déjà le côté, on va dire, humain. Ensuite, je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie Sophie, qui avait décidé de lancer des voyages, donc au Maghreb, autour du féminin sacré. Donc, elle organisait des petits groupes de femmes, entre 8 et 13 femmes qui partaient avec elle, donc effectivement, dans le désert. Donc, on était... Pardon ? C'est pour ça que tu nous parlais du désert, je comprends. Oui, je parle du désert pour ça aussi.
Et donc, elle a monté tout son petit truc, là, et elle parlait de ses voyages initiatiques, etc., etc. Et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, elle faisait ses publicités sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur son site internet, où elle mettait, voilà, départ de l'aéroport de Nantes, peu importe, de Marseille, etc., accueil à l'arrivée, enfin le truc classique, quoi, voilà, hébergement à tel endroit tant de nuits, à tel endroit d'autres nuits, restauration, prestation, sa prestation, effectivement. Et elle a été, on va dire, sous les feux des projecteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise des voyages, qui s'appelait d'abord le SNAV, Syndicat national des agents de voyage, et maintenant les entreprises du voyage, puisque comme je l'ai expliqué, l'appellation agent de voyage a été élargie à d'autres prestataires. Donc, d'abord, elle a eu un avertissement. Et ensuite, elle a dû prendre un avocat parce que ça a été au tribunal. Donc, ça lui a coûté beaucoup d'argent. Et voilà. Et donc, bon, bien évidemment, maintenant, elle a totalement renoncé à on va dire, cela. De le faire tout seul, quoi. Voilà, de faire tout seul, tout à fait. On en a encore discuté il n'y a pas très longtemps parce que moi, à l'époque, j'étais intervenue pour essayer d'adoucir un peu le truc. Et donc, bon, effectivement, la première fois, l'avertissement, elle avait juste un avertissement, mais comme elle a continué, en fait, même en changeant les textes, etc., c'était toujours ambigu. À partir du moment où ils considèrent qu'il y a une ambiguïté, voilà. Quand c'est soulevé une première fois, ils ont tendance à venir revérifier si on fait, et ce qui est logique parce qu'il y a une réglementation à respecter. Et du coup, elle avait eu quelques soucis ou pas du tout, elle? Enfin, à part le procès, je veux dire, est-ce qu'il y avait eu un accident, une cliente blessée? Non, il n'y avait pas eu ce genre de choses. Non, ça n'a pas été le cas. Enfin, ça n'a pas été le cas. Mais bon, voilà, si vous faites un tour dans les vignes et que la Jeep se casse la figure ou que vous êtes à pied et que vous foulez une cheville, c'est pareil, qui est responsable? C'est toujours dans la responsabilité. Quand tout va bien, à la limite, je vais dire tout va bien. Ni vu ni connu selon l'expression. Mais il y a quand même de plus en plus, et c'est logique aussi, comme c'est une profession réglementée, voilà, de personnes qui s'intéressent au développement de voyages que je vais considérer moi comme des voyages plus thématiques. Oui, moi je dirais initiatique, mais thématique c'est le bon terme, parce que c'est pas forcément toujours initiatique, on est d'accord. Voilà. De ce fait, j'aimerais que tu exposes, parce que moi je l'ai un petit peu exposé en début d'interview, ce que nous, on a commencé à imaginer toutes les deux par rapport au Kanaka World Tour, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Et c'est bien de savoir à qui poser la question, parce qu'on n'est pas tous copains-copines avec une agence de voyage, et on ne sait pas forcément ce que ça va impliquer, parce que effectivement, moi, quand on en a parlé toutes les deux, l'après-midi que nous avons passé à travailler sur le sujet avec le programme du séjour déjà établi depuis plus d'1 an, etc., tu m'as dit, en fait, l'idée, c'est d'avoir la possibilité de négocier en amont le prix du voyage avec un départ pour tout le monde du même endroit. Là, pour le coup, chacun se débrouille d'aller à l'aéroport, entre guillemets, choisi. Le billet d'avion, l'hôtel, le transfert, la pension, le retransfert à l'aéroport et le retour, c'est inclus en un seul paiement. Et à l'intérieur, on inclut la prestation du coach, de la thérapeute, ou des coachs et des thérapeutes qui sont présents sur l'événement. J'aimerais que ça, tu nous le donnes un peu en détail, parce que mes mots ne sont pas forcément les tiens. Et je pense que c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on peut obtenir des services de Dame Laurence. Alors, lorsque vous imaginez un voyage, mais ça peut être aussi un événement en France, hein, c'est pas obligatoirement quelque chose d'hyper structuré. Mais le raisonnement est le suivant. Moi, en tant que coach, alors je parle du coach, évidemment, qu'est-ce que je vais proposer à mes partenaires pour aller plus loin dans la découverte de soi, voilà, bon, en gros. Et donc, moi, je dis créer une trame. Donc, créer son propre programme.
le contenu. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Est-ce que ça va prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours? Est-ce que ça va être voilà, sur un court séjour, un séjour plus long? Est-ce que je vais y mettre autre chose, c'est-à-dire de la découverte? Parce que, imaginons, si on va en Bretagne, pourquoi pas y ajouter une découverte de la forêt de Brocéliande, etc., etc. Si on va en Asie, bien évidemment, on ne va pas partir pour moins de 10 jours, parce qu'à y être, on va quand même visiter des sites, on va dire, à forte valeur ajoutée, dans, pourquoi pas, aussi la teneur même de la découverte. Hein. Si on prend par exemple un séjour ayurvédique en Inde, bien évidemment, on ne va pas occulter de visiter 1 ou 2 monuments emblématiques. Voilà, hein, ça me semble évident. Bon. Ouais. Donc, à partir du moment où on a la trame qui est apportée par le coach, à partir du moment où moi, derrière, je vais donc proposer des hébergements sur un cahier des charges défini. Parce que, Elsa, tu m'as dit, voilà, moi, mes clients, j'ai envie qu'ils soient dans des hébergements un peu haut de gamme, voilà, et pas forcément dans du gîte au fin fond de la Lozère. Voilà, ça peut le faire aussi, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, l'idée, c'est de définir qu'est-ce que je veux mettre dans mon package. J'ai des départs de partout en France, ok? Donc, ça veut dire, il faut que j'ai du connecting pour pouvoir faire en sorte que tout le monde parte de l'aéroport qui est le plus proche de lui, d'accord? Et ensuite, que tout le monde converge vers un aéroport qui va être proche du lieu où va avoir lieu majoritairement, on va dire, la découverte. Oui. On propose la destination long courrier, donc ça peut être… Voilà, c'est ça, exact. Paris, Bali. Exactement, mais avec des connexions, c'est-à-dire que je pars de Nantes, je pars de Perpignan, je pars de Strasbourg, je vais avoir ma connexion à Paris, j'aurai donc un représentant sur place qui va m'assurer, voilà, et ensuite, pour ce qui est du coach, ce que moi je propose, c'est, dans la mesure où ce sont vos partenaires, c'est vous qui les connaissez, moi je ne les connais pas, c'est d'inclure dans le voyage, bien entendu, une prestation qui correspondra à un coût-valeur que vous allez déterminer par rapport à votre propre valeur ajoutée, mais aussi d'inclure le voyage du coach. C'est-à-dire que le coach n'a pas à débourser son propre voyage. Alors, il faut savoir que, en agence de voyage, on a cette faculté de négociation que n'a pas un individuel. Ou voilà, imaginons vous appelez l'hôtel machin, vous dites bonjour, je suis coach organisé, etc. Vous n'allez pas obtenir les mêmes tarifs que si moi je passe par mon réseau. J'ai testé avec le Palmeret Golf Palace à Marrakech et c'était pas ça. D'abord le Palmeret a fermé et celui qui a pris le relais qui est juste à côté, la réponse était assez costaud. J'ai dit bon, on va faire autrement. Allô Laurence? Voilà. Donc en règle générale, alors ça ne sera pas forcément peut-être l'hôtel que vous aurez choisi, mais ce sera forcément un hôtel similaire avec les mêmes prestations offertes, mais dans lequel on aura contractualisé, on va dire, sur une base tarifaire qui sera inférieure au tarif public, bien entendu. Okay. Ce qui fait que donc le coût, l'impact au final, ne sera pas ajouté sur la personne, le client final, mais sera utilisé en déduction par rapport à la négociation tarifaire qui a été faite. Voilà. C'est pareil sur les billets d'avion. C'est un cauchemar si vous y allez essayer tout seul de négocier pour un petit groupe. Alors justement, j'ai une question concernant les billets d'avion, Laurence. C'est parfait, merci beaucoup. Admettons, on veut organiser… je vais prendre le cas de Kanaka World Tour. On organise le premier séjour sur du long courrier où on fait partir les gens au moins 8-10 jours parce que entre le décalage horaire et les transferts, etc. Oui. Ok. Tout ça, on l'a vu, le programme des prestations, entre guillemets, des interventions, des visites des temples, etc. C'est ok. Bien. Tout ça, c'est réglé. Mais au final, mon voyage est prévu pour, je ne sais pas, 50, 80 personnes et il n'y en a que 30 qui viennent. Est-ce que le coach subit le manque d'inscription ou pas?
Alors, je pense que toujours, moi j'ai toujours tendance à dire, il vaut mieux être sur un moins 10 ans que sur un plus 10 ans. D'accord. C'est-à-dire que par prudence, il vaut mieux dire, bah, on va faire un groupe de 30 et en avoir 50 et demander, on va Encore une dire, négociation. voilà, c'est ça, d'avoir plus de disponibilité plutôt que faire l'inverse. Hmm, Ça ok. ça n'aura pas d'impact considérable sur la négociation tarifaire en fait. D'accord. Puisqu'à partir du moment où vous avez la notion de groupe, alors c'est entre 15, bon, sur les petits groupes affinitaires, en général, on est entre 15 et 22 personnes. Voilà. Sur des groupes plus gros, sur des événements plus importants, on a plus de personnes, évidemment. Et dans ce cas, voilà, il y a toujours une marge de manœuvre qui est prise en compte par l'agence de voyage qui va dire, voilà, on se base sur tant de personnes. On prend en option 20, 30, 40 personnes en plus. Et en fonction du temps d'inscription, on va pouvoir, voilà, adapter en se disant, bon, ça commence bien, j'ai beaucoup de demandes, etc. Donc, je sens que j'ai besoin de plus. Hmm. Donc on s'est laissé une marge de manœuvre à la hausse. Et Ouais. si, le cas échéant, on n'a pas le remplissage prévu, on a toujours la possibilité de rester sur un chiffre plus bas. Oui, D'accord. Génial. oui, 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 oui. C'est toujours, voilà, c'est ce que je dis, c'est plus facile de dire, bah, moi, je vais partir, voilà, sur un estimatif de 50 personnes. Et puis, au final, bah, j'en ai 100. Hmm. Donc, voilà, alors ça va bien évidemment dépendre des périodes, etc. Mais il ne faut pas négliger le fait que l'événement, on ne va pas le préparer du jour au lendemain. Non, non. C'est pour Non, ça que d'ailleurs on s'y prend, nous, quasiment. On a commencé mai-juin et on s'y prend pour mai-juin de l'an prochain, on est d'accord. c'est ça, voilà. Donc, c'est Ok. ça qui est important. Mm. Ça passe tellement vite, parce qu'on est déjà en septembre demain, Ah donc ben voilà, voilà, c'est ça. voilà. Et de toute façon, il faut bien se dire que qui que l'on soit, il faut anticiper. Hein, parce qu'il y a des pays aussi où il faut des visas, il faut des passeports avec des dates de validité, ne pas les dépasser de plus de 6 mois, etc., etc. Donc tout ça fait que quand on doit s'organiser soi-même pour participer à un voyage, bon, on va aussi l'anticiper. Moi, je travaille déjà sur des dossiers à 2024, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Oui, ce Mm. qui me semble tout à fait cohérent et logique. Voilà. D'autant que c'est vrai que là, il y a aussi une embellie sur les prix des avions, quoi. D'accord. Ah bah, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, que ça suscite l'excitation? Parce que moi, là, déjà, ça me titille. Qu'est-ce qui se Ah passe? oui, ben, en fait, les compagnies aériennes ont quand même repris force et vigueur. Et donc, en fait, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Et bon, il ne faut pas oublier aussi que la période Covid a mis beaucoup de compagnies aériennes En difficulté. voilà, au fond du show. J'ai regardé les derniers chiffres là, de cet été, donc il y a eu effectivement, mais on n'a pas quand même rattrapé les chiffres de 2019. Hmm. Hein. Celles qui s'en sortent mieux, bien sûr, sont les compagnies low cost, Oui. avec, voilà, on va dire 3 compagnies régulières qui s'en sortent pas mal, la nôtre s'en sortant plutôt pas mal non plus. Je crois qu'elle a fait plus de 10%. Air France. Oui, oui, c'est bon à savoir parce que effectivement, bah, ça peut stimuler, ça peut aider. On sait déjà que toi, tu vas intervenir en matière de négociation, mais si déjà on sait que les prix ont légèrement baissé parce que justement, Ah non, ils ont augmenté les prix. ah, ils ont augmenté. Ah, je croyais que c'était. Oui, oui, oui. Oh, Non, non, ce que je dis, les prix ont une embellie là. Oui, oui. Ah non, les prix ont d'accord, augmenté considérablement. Oui, c'est pour d'accord. ça. Donc Oui, c'est donc encore mieux parce que tu peux négocier. Moi, je me disais qu'on allait avoir double négociation. Bon, on a quand même une négociation avec toi. C'est déjà bien. oui, oui, tout à fait. Mais bon, déjà en tant que groupe, on a une négociation, une Oui, facilité de négociation. Mais il n'en demeure pas moins que ça ouais, reste quand même, voilà. Là aujourd'hui, on sent qu'il y a une augmentation qui est en train de se faire. d'accord. Parce qu'ils ont besoin de rattraper justement. Ok. Ils ont besoin, le marché est comme ça, voilà. Il y a un marché intra-Europe qui est très important. Les- la plupart des individuels, entre guillemets, qui ont voyagé là entre juin et maintenant, ont fait les choix de destinations européennes Hmm. parce que c'était plus sécurisant que de partir sur des destinations long courrier. Mais je vois parmi donc, mon réseau, il y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes de groupes qui se concrétisent. Là, je suis en train de travailler sur un groupe pour l'Inde. On est déjà sur septembre de l'année prochaine. Hein. Donc, vraiment, voilà, il y a des deltas qui sont importants. Quoi.
Oui, oui, ça se fait de plus en plus. Alors, je me suis dit, c'est quand même une bonne idée de présenter à mon réseau. Moi, je connais une personne qui peut faire ça, qui peut permettre ça, de façon, finalement, hormis l'implication du coach à créer son propre programme par jour dans le séjour et d'inclure sa prestation et son voyage. Après, c'est tout fait, quoi. C'est le fameux package, hein. On a tout livré, tout emballé, c'est parfait et c'est quand même beaucoup Oui, simplifié. et en fonction des aspirations du coach. Hmm. Je sais pas moi, tu décides d'aller aller en Afrique du Sud. Euh, il va y avoir une matinée de travail, par exemple, et l'après-midi, ça peut être un incentive. Alors, une incentive, c'est quelque chose de ludique qui peut se faire avec des équipes pour se challenger, etc. Donc ça s'organise, on va dire, sur place ou dans un lieu de proximité qui permettra d'être complètement en dehors du temps. Hmm. Et ça, c'est le coach qui va déterminer, voilà, moi j'aimerais que ça se fasse comme ça, j'aimerais pouvoir imaginer telle et telle chose. Et moi, derrière, je vais mettre les petites fourmis pour que chacune aille chercher et trouve les éléments, on va dire, de référence, hyper concurrentiels aussi, pour pas que tout le monde ait la même chose. Voilà. Pour avoir vraiment le bon raccord sur place. Bon. Sachant que sur place, on utilise des référents locaux. Oui, idéalement. On va faire travailler. Qui sont aussi sous la même contrainte juridique que les Français. D'accord. Bien, je te remercie Laurence. Merci pour ces précieuses explications. Dans la description de cette interview, vous retrouverez le lien Calendly de Laurence pour pouvoir prendre un rendez-vous directement avec elle, ne serait-ce que pour faire un rendez-vous découverte et savoir ce qu'elle peut vous proposer en termes de prestations et d'accompagnement. Parce que du coup, elle n'est pas coach, mais quand même, elle vous accompagne. Ça reste de l'accompagnement humain, ça reste de la prise en compte de ce que vous désirez, de quelles sont les émotions que vous avez envie de vivre et de faire vivre aux participants de vos voyages magiques, initiatiques ou de développement personnel. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, son agenda est à disposition dans ce poste. Laurence, je te remercie 1000 fois, je te souhaite une merveilleuse journée. Merci Elsa, à vous toutes et tous, parce que effectivement je ne vois pas qui est là, mais bon. Moi non plus, je ne surveille pas ce qui se passe sur Facebook, je vais voir. C'est ça, voilà. Mais donc en tout cas, une très très belle journée, de beaux projets. Oui. Voilà, moi je suis à votre écoute pour ces projets et n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci Laurence. Pour de belles aventures. Merci beaucoup, belle journée Laurence. Au revoir. À bientôt.